Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Bon, on se retrouve toujours avec le même beau soleil, mais c'est normal, la vidéo est tournée le même jour. Donc j'ai essayé de décaler un petit peu la caméra pour que vous soyez moins gênés quand même par le soleil, même si c'est vrai que ça donne une belle lumière et c'est vraiment agréable. J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture, hein. J'ai pas mal lu de lecture ces derniers temps, donc c'est vrai que j'ai un petit peu de retard. Alors j'essaie de poster aussi plus mes chroniques sur Instagram et Facebook parce que j'en ai plein d'écrites dans mon téléphone, mais j'avais pas encore mis en page, je les avais pas encore sorties. Je me suis dit, il y a pas, je vais arrêter de faire des chroniques. Je vais d'abord poster celles que j'ai faites. Des fois, j'ai eu une petite sueur froide parce que j'arrivais pas à retrouver dans mon téléphone la critique. J'ai dit, ah mon Dieu, j'espère que je l'ai pas, je l'ai pas effacé, mais non, non, ça va. Je les ai retrouvés, donc voilà, j'ai un petit peu de. Du coup, il y aura peut-être. Bon, je pense que j'aurai quand même mis les chroniques, enfin mes chroniques sur Insta et Facebook quand vous aurez la vidéo. Enfin, il y en a déjà une partie où j'ai déjà mis les chroniques. Sinon, oui, donc la dernière fois, je vous disais, je suis membre du jury pour le prix du meilleur polar 2023 aux éditions Point. Là, j'ai commencé aussi, donc j'ai fini, j'ai lu le premier roman qu'ils avaient envoyé, Carnet d'un beau gosse nécromant. Carnet d'enquête d'un beau gosse nécromant, pardon. Et, bon, là, j'ai aussi eu une autre bonne nouvelle. Je lis les manuscrits pour la maison d'édition Scrinéo. Donc, j'ai reçu mon premier manuscrit. Donc, évidemment, je ne peux pas en parler. Enfin, je peux pas en parler. Je ne peux pas vous donner le titre ni rien, puisque ce sont des manuscrits pour le moment. Et voilà, il y a une fiche de lecture à remplir derrière, dire ce qu'on en a pensé. Si on pense qu'il faut le... Bon, il y a plusieurs choses qui sont demandées dans la fiche de lecture, hein, c'est un peu plus détaillé que ça. Mais voilà, si on pense qu'il faut le laisser de côté ou s'il faut l'éditer. Bien sûr, il y a un travail éditorial à faire derrière. J'ai commencé à le lire, c'est vrai que à lire le premier manuscrit, c'est vrai qu'il y a un travail éditorial à faire. Après, moi, j'ai lu, depuis ces dernières années, j'ai lu pas mal d'auto-édités. Et pour le coup, il y a quand même des livres chez les auto-édités qui sont super bien travaillés parce qu'eux ne passent pas forcément par une émeu. Ou alors des fois c'est des petites émeux, mais c'est l'auteur qui fait quasiment tout, hein, la correction, qui fait la publicité, tout ça. Voilà, il y a un gros travail et qui est pris en charge que par l'auteur. Donc là, bon, par contre, bon, c'est une maison d'édition plus importante, hein, Scrinéo. Scrinéo, moi, je la connaissais surtout quand j'ai commencé à travailler en bibliothèque. C'était pas hier non plus. C'était surtout une maison d'édition pour des livres jeunesse. Je pense que maintenant, ils ont développé aussi, il y a des livres un peu plus young adulte, mais aussi des livres un peu plus pour les adultes. Ça commence à se développer. En fait, je remarque que les maisons d'édition développent chacune leur créneau ou créent des collections, je sais pas comment on peut appeler ça, des sous-maisons d'édition pour noter pour pouvoir avoir une diversité dans leurs livres. Je suis désolée, hein, je filme avec mon téléphone et il y a un message qui est apparu en même temps, du coup ça m'a déconcentrée. Donc voilà. Du coup, voilà, j'ai commencé à lire ce premier manuscrit et puis après, je ne sais pas. Si, je sais quelle lecture je vais commencer. Par contre, je l'ai pas noté. C'est en e-book. Je vais essayer de vous la montrer, ma prochaine lecture. Alors, c'est pour l'instant une trilogie fantastique, contemporaine, qui se passe à notre époque, dans notre monde, avec des loups-garous. C'est Éclipse de Julie Bogno. Alors, j'ai déjà lu les tomes 1 et 2, et là, le tome 3. Je vais peut-être réussir à trouver la couverture. Les couvertures sont superbes en plus. Donc là, le tome 3 vient de sortir. Hop, tome 3, c'est Soulèvement. Donc ce sera les reflets, les reflets. Voilà, vous avez un loup blanc et un loup noir. Donc il s'agit de loup-garou. Et on suit en fait une jeune fille qui va découvrir... elle n'a jamais connu sa mère. Et elle va découvrir en allant au Japon, ça c'est dans le premier tome, hein, je ne vous spoil pas, qu'elle a en fait des pouvoirs, notamment celui de se transformer en loup. Donc voilà, ce sera certainement non, ce sera pas certainement, ce sera ma prochaine lecture, puisqu'il vient juste de sortir. Donc comme ça, je vais pouvoir le chroniquer assez rapidement.
Voilà, sinon, bah, du coup, j'ai pas de réception. Si, alors par contre, voilà, j'ai commandé. Euh, il y a eu l'anniversaire de mon père au mois de mai, là c'est la fête des pères. J'ai demandé à ma mère comme il aime bien lire aussi. Elle m'avait donné une petite liste de livres, et c'est vrai que dans les livres, il y en avait qu'un qui était encore trouvable, les deux autres ne sont plus édités. Donc je me suis dit, je vais l'acheter d'occasion, tant pis, je lui dirai, mais je l'achèterai d'occasion. Et puis, ah mince, je dis en fait en suivant, donc ça c'est le mystère de l'Arche sacrée. C'est un tome 2, en fait j'avais regardé le tome 1 et le tome 2 était encore en vente. Donc je me suis dit, bah c'est cool. Donc je l'ai commandé, alors c'est au prêt, donc je l'ai payé à 16 €, c'est-à-dire le prix neuf, hein. C'est librairie de l'université. Donc je suis passée par Amazon, hein. Comme je le trouvais nulle part, je suis passée par Amazon. Donc vraiment c'est Amazon qui le vendait, mais en fait c'était pas noté, mais il passait par un tiers. Je l'ai su après, donc le livre déjà est arrivé avec 7 jours de retard. Et puis le livre est surtout, alors je sais pas si ça va se voir, mais voilà, il est arrivé complètement piqueté. Piqueté, la tranche qui est... Alors ça se voit pas trop, c'est vrai qu'en plus on a une belle lumière, mais la tranche est pliée, enfin bref, c'est un livre d'occasion. Vous voyez, il y a 2 étiquettes dessus en plus, donc je l'ai payé comme un livre neuf. Donc, puis on voit qu'il est... Quand j'ai ouvert le paquet, je me suis dit, tiens, comme c'est un livre, ça traite un peu d'ésotérisme. Je me suis dit, c'est peut-être fait sous forme de vieux livre, de parchemin. Non, pas du tout. C'est même les vieilles éditions France Loisirs. Voilà, ils n'ont plus du tout cette présentation-là. Donc en fait, j'ai acheté un livre neuf parce que d'occasion, je l'ai trouvé à 4,50 € ou à 5 €. Donc bah pour ça, j'aurais préféré, parce que franchement, j'achète des livres d'occasion. Ils arrivent, pour le coup, ouais, c'est marqué comme neuf, ils sont vraiment comme neufs. On a l'impression qu'ils n'ont jamais été lus. Donc là, quand vous recevez ça, vous l'avez payé le prix. Alors, il était à 16 € à sa sortie, il n'a pas été réédité. Je pense que maintenant, s'il était réédité, il serait un peu plus cher. Mais bon, je l'ai quand même payé le prix d'un livre neuf pour avoir un livre qu'on voit bien qu'il est d'occasion, qu'il a déjà été lu. Enfin, la tranche est pliée. Donc, du coup, j'étais pas contente du tout. Donc là, j'ai envoyé un mail. Je vais voir, parce que le problème, c'est que si les frais de retour sont à ma charge, bah, au bout d'un moment, ça vaut plus trop le coup, parce qu'il va quand même falloir que je le rachète derrière. Donc, bon. Je suis pas très enchantée de. Donc c'est une librairie d'université. Je vous conseille pas ce vendeur, parce que pour le coup, parce que voilà, ils vous vendent un article comme neuf. C'est bien marqué neuf. Normalement, c'était pris en charge par Amazon Prime. Donc normalement, en plus, les articles arrivent rapidement. Là, je l'ai eu avec 7 jours de retard. Alors ils avaient indiqué, bah, ce sera pas le 7 juin, mais ça arrivera entre le 8 et 10. Et en fait, c'est arrivé le 13. Donc voilà. C'est heureusement, mes parents, j'ai pas vu mes parents dans ce laps de temps, parce qu'ils étaient partis en vacances. Mais voilà quoi, en plus, il faut pas compter dessus pour l'avoir en temps et en heure. Donc bon, du coup, je conseille pas vraiment ce vendeur. Là, je suis quand même assez déçue, et j'espère que bah, voilà, je vais obtenir un remboursement. Enfin, apparemment, on peut pas recevoir de remboursement, mais qu'ils vont prendre les frais de retour à leur charge, parce que sinon, bah, c'est pas très très intéressant. Voilà, mais sinon parlons de choses plus intéressantes. Alors sur mes dernières lectures, enfin celle-là elle date déjà du 22 mai. C'est vrai que j'ai pas mal de retard sur mes dates lectures. Donc j'ai lu, hop, au mois de mai, c'est en e-bouquin, Le botaniste de Jean-Luc Bizien, c'est aux éditions Fayard Noir. Donc on est dans un thriller écologique en fait. Alors déjà, moi, Jean-Luc Bizien, je l'avais découvert il y a des années de ça, quand il avait écrit L'Aliéniste. On l'avait même rencontré lors d'un salon du livre. Et puis, enfin, c'était assez amusant, parce qu'il nous avait dit, à cette époque-là, en fait, il avait moins de succès. Et je ne saurais plus vous dire en quelle année c'était, hein. C'était avant 2014, c'était avant que j'ai les enfants. Et, comment... Et Maxime Chatham était en plein boom, mais en fait, il avait rencontré Maxime Chatham, qui lui avait dit qu'il adorait les romans, ses romans, lui, Jean-Luc Bizien, qui s'en était parfois inspiré. Puis maintenant, il dit, moi, j'ai moins de succès, et Maxime Chatham en a plus. Mais là, ça fait plusieurs livres qu'il écrit, qui reviennent un peu sur le devant de la scène. Il en a écrit notamment en fantastique, héroïque, fantasy. Là, on est dans un thriller écologique, chez Fayard, donc quand même, bon voilà, c'est bien, je suis contente de retrouver cet auteur. En plus, j'avais lu un roman, ces petits romans de poche, tout simple, je ne sais plus comment ça s'appelait. On suivait un tueur de monstres, en fait.
Et l'auteur avait écrit sous un pseudo, et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, en fait, j'avais un peu reconnu le style de l'auteur. Et en faisant des recherches sur Internet, c'est bien Jean-Luc Bizien qui avait écrit, donc c'était marrant de le retrouver voilà, sous un autre nom. Donc en fait, il a toujours été là, il a toujours écrit, même si on le voyait moins. Donc là, ici, on va suivre. Enfin, le début est assez claquant, hein. C'est vrai que c'est ouf. En fait, on suit William Icare, qui est un botaniste. L'action se situe en Amazonie, dans la partie brésilienne de l'Amazonie. Il recherche une plante très rare, et puis d'un seul coup, il a sa femme et ses enfants qui sont dans le village d'à côté. Et d'un seul coup, il entend des hélicoptères. Et en fait, quand il va arriver dans le village, tout aura été brûlé au napalm, village, habitants compris. Il va perdre toute sa famille. Je ne vous raconte pas la fin du prologue. Et on va se retrouver plusieurs années plus tard, où en fait un conglomérat et un milliardaire sont mis en cause par une association, une association de défense de la nature, parce que ce milliardaire déforeste l'Amazonie. Bon là, on rentre dans la réalité, hein. C'est vrai qu'on sait depuis des années que l'Amazonie est déforestée. C'est quand même de là que provient l'essentiel de notre oxygène. Donc c'est quand même assez grave. Donc c'est bien d'avoir une petite piqûre de rappel avec ce roman. Et en même temps, bon, il y a beaucoup de suspense et de rebondissements. Et du coup, c'est jamais moralisateur. Voilà, ça vous rappelle que. Et c'est même super agréable, parce qu'en fait, on va visiter l'Amazonie. Il va nous faire découvrir par les yeux d'autres personnages une petite partie de l'Amazonie, parce qu'évidemment, c'est tellement. Enfin, c'est une jungle quand même, donc c'est difficile d'avancer dedans. Et il faut savoir que voilà, les scientifiques découvrent régulièrement de nouvelles plantes, de nouveaux insectes, enfin, plein de micro-organismes qui ne sont pas connus de l'homme, qui sont encore découverts, et il y en a encore certainement beaucoup à découvrir, puisqu'on n'a pas été jusqu'au cœur de l'Amazonie, et c'est tellement une forêt inextricable. Enfin, c'est magnifique de se dire qu'il y a encore cette partie-là qui n'a jamais été touchée par l'homme, et qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Malheureusement, il y a cette déforestation, pardon. Donc les premières années, c'est vrai que c'était pour avoir des terrains. Là, ce qui se passe dans la partie brésilienne, c'est qu'ils déforestent pour replanter des arbres, enfin du soja, et des arbres à palme pour faire l'huile de palme. Donc, je ne vous dis pas à quoi sert l'huile de palme, tout le monde connaît la célèbre marque qui se sert de l'huile de palme. Voilà, alors ça remet un petit peu les choses, voilà, ça fait une petite piqûre de rappel, parce que l'Amazonie n'est pas la seule forêt à être touchée. Il y a des forêts aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je crois qu'il y en a en Nouvelle-Zélande aussi. À savoir que ces forêts-là sont quand même là depuis des millions d'années, ce qu'on appelle des forêts primaires. Donc j'ai une mouche qui vient m'embêter. Euh, donc elles sont là depuis des millions d'années, et voilà, on revoit tout ça, et c'est important, je trouve, d'en parler. Et justement, en plus, je suis tombée sur un article il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a des gens qui luttent effectivement en Amazonie, des journalistes, mais aussi des gens, des Brésiliens, qui luttent pour la reconnaissance, enfin, pour défendre l'Amazonie, pour la reconnaissance aussi des gens qui habitent, des peuples qui habitent l'Amazonie. Il y a quelques années encore, on a découvert un peuple d'Amazonie qui n'avait jamais rencontré. Je veux dire d'hommes blancs, les Brésiliens ne sont pas particulièrement blancs, mais c'est un pays très métissé, mais voilà, ils n'avaient jamais eu de contact avec l'extérieur en fait, donc c'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable en plein 21e siècle. Donc il y a des gens qui se battent pour ça, et là il y a un journaliste qui travaillait notamment voilà, pour la défense de la nature, de l'environnement, et un Brésilien qui se battait aussi pour faire reconnaître les droits des indigènes, et donc aussi parce qu'ils sont. Voilà, quand on veut s'emparer de leurs terres, on les chasse, et voilà, on les chasse. Je pense que parfois ça peut aller très loin, hein, c'est-à-dire que s'il faut tuer, bah, ils tuent quoi, hein, pour gagner des terres. Et ils ont disparu il n'y a pas très très longtemps dans la forêt amazonienne. Et comme en plus au cœur de la forêt amazonienne, il y a aussi beaucoup de narcotrafiquants. Voilà, je vous laisse. Voilà. La situation est très complexe. En plus, le nouveau président brésilien a. Bon, tout ça, c'est la vérité, hein, a décidé de laisser des entreprises s'installer, et voilà, qui continuent donc là, cette déforestation sauvage.
Donc pour le coup, l'environnement, l'écologie et les droits des indigènes, ça passe gentiment à la trappe. Donc il y a ces deux hommes qui ont disparu, je crois que c'était au mois de mai, qu'on n'a jamais retrouvés. Et voilà, les enquêteurs se demandent s'ils n'ont pas été tués ou bien par des narcotrafiquants aussi, puisqu'ils gênent aussi les narcotrafiquants. D'ailleurs, dans le livre, on va avoir aussi un personnage de narcotrafiquant. Donc je vais revenir au livre. Donc en fait, on va se retrouver quelques années plus tard. Donc ce milliardaire, je crois que c'est un milliardaire chinois en plus, il est... voilà, il est accusé de déforestation sauvage, de chasser les indigènes, de tuer des gens, de lancer du napalm sur la forêt amazonienne. Donc il y a évidemment des jurés pour ce procès. Et on sait que, je ne vous dis pas de bêtises, c'est 3 d'entre eux, non 6 d'entre eux par contre, auraient été achetés. On ne sait pas trop comment on voit les avocats, on voit les mercenaires qui sont à la solde de ce milliardaire chinois. Et en fait, c'est su. Donc l'avocat de la défense, enfin l'avocat qui travaille pour l'environnement, balance cette bombe au premier jour du procès en disant qu'une partie du jury a été achetée. Donc le jury est mis en quarantaine dans un hôtel de luxe. Et 6 membres de ce jury vont disparaître. En même temps, on va suivre aussi une femme et sa fille qui va aussi être enlevée. On ne sait pas trop pourquoi au début. Voilà. Et en fait, ces personnages vont se retrouver dans la forêt amazonienne et c'est comme ça qu'on va suivre à travers leurs yeux un cheminement dans la forêt amazonienne où ils vont découvrir la beauté, les secrets de l'Amazonie. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas moralisateur du tout, parce que effectivement, il y a un combat qui est mené contre ce gros conglomérat qui est tellement puissant, tellement riche qu'on peut pas faire grand-chose contre lui. Et puis en même temps, on découvre, c'est pas moralisateur. On vous montre quel trésor renferme l'Amazonie. L'auteur part aussi d'un postulat. Il part d'une plante qui serait capable d'avoir des vertus pharmaceutiques très, très importantes. Alors cette plante, elle est fictive. Il l'a inventée, mais il s'est inspiré d'une plante qu'on a découverte en Afrique, par contre. Donc voilà, donc il y a quand même... Et qui sait, peut-être qu'un jour, on trouvera une plante... Et voilà, il y a une partie qui est scientifique. Il y a quelques notes, d'ailleurs, entre certains chapitres où l'auteur nous parle des caractéristiques de telle ou telle plante ou de tel micro-organisme. Donc tout ça, c'est vrai, c'est scientifique. Et on se dit, bah, pourquoi pas? Et il y a tellement encore de choses à découvrir en Amazonie que voilà, voilà, on se dit c'est vraiment important de la préserver. Donc voilà, un thriller écologique, il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de personnages. Moi, il y a des choses auxquelles... Bon, il y avait quelques petits trucs que j'avais devinés, mais je savais que c'est pas là l'essentiel du livre. C'est plutôt, voilà, c'est nous faire... continuer à nous faire reprendre conscience, ou continuer à nous faire prendre conscience que c'est quand même très important de préserver l'Amazonie. Bien sûr, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose, mais peut-être boycotter certains produits. Et voilà, et nous montrer quel trésor est l'Amazonie. Et ça, c'est parce que vous avez l'impression de voyager avec ces personnes. Et voilà, c'est vraiment magnifique. Bon, bien sûr, ça regorge de beaucoup de dangers, mais ça donne envie d'y aller presque. Moi, je me vois pas trop aller patauger là-dedans, mais je suis pas une âme très aventureuse, on va dire. Mais bon, c'est vrai que ça doit être superbe à voir, ou alors juste à l'entrée, mais ça doit être magnifique. Dans un autre genre, j'en avais déjà un petit peu parlé, j'ai fini le dernier roman de C.J. Tudor, Les Incandescentes. Donc là, c'est aussi une autrice, pas un homme, parce que C.J. ça parle pas beaucoup. Donc elle avait écrit déjà L'Homme crée, La disparition d'Annie Thorne et L'ombre des autres. Donc là, en fait, on va se retrouver dans le village de Chapelcroft. Alors ça part de quelque chose qui a vraiment existé. Il y a 500 ans, 8 villageois ont été brûlés sur le bûcher. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment existé. On était sous le règne, je pense, de Henri VIII, je ne dis pas de bêtises. Non, de Marie la Sanglante, qui était la fille d'Henri VIII, qui a donc... en fait, il y a eu beaucoup de guerres de religion entre les protestants, entre les catholiques, voilà, ça a été... et voilà, et selon le roi ou la reine qui arrivait au pouvoir en Angleterre,
bah, vous aviez un changement de religion. Donc, sous Henri VIII, on est passé au protestantisme, pour faire simple, hein, je généralise. On n'est pas, parce qu'après, il y a eu d'autres courants voilà, qui ont émergé du protestantisme, alors c'est un peu complexe. Voilà, sous Henri VIII, on est passé au protestantisme, et Henri VIII s'est nommé chef de l'Église, hein, ce qui a enlevé tout son pouvoir à Rome, puisque c'était Rome voilà, qui avait le pouvoir sur le catholicisme, et énormément d'influence sur tous les pays d'Europe de l'Ouest. Et par contre, sa fille aînée qui a régné, trois de ses enfants ont régné quand elle a pris le pouvoir. Enfin, non, quand elle n'a pas pris, son frère est décédé, son demi-frère est décédé, c'est elle qui a pris la succession. C'était une fervente catholique. Donc, évidemment, il y a eu quelques... Enfin, je dis quelques parce que par rapport à ce qu'a fait son père, voilà, on l'a surnommée Marie la sanglante, ça n'a pas été la pire des reines, hein, ou la pire des rois ou des reines. Bon voilà, je trouve que ce surnom était un peu exagéré. Alors évidemment, elle est repassée au catholicisme. Alors autant les catholiques sous Henri VIII, ils ont souffert. Là, pour le coup, c'est plutôt les protestants qui ont souffert sous Marie Ière. Et effectivement, donc là, à Chapelcroft, il y a vraiment eu des villageois qui ont refusé d'abjurer le protestantisme et qui ont été brûlés. Et tous les ans, les villageois voilà, rendent hommage à ces gens en créant des petites poupées avec des brindilles et qu'ils brûlent. Ça fait un peu bizarre, hein, dit comme ça. Mais en plus, c'est quelque chose de vrai, puisqu'on a un petit article au début du livre qui explique que voilà, c'est arrivé entre 1555 et 1558 à Chapelcroft. Et les incandescentes sont brûlées au cours d'une cérémonie annuelle en mémoire de cette purge, ils appellent ça, de ce massacre. Donc voilà, et on va suivre. Alors, le début est quand même assez particulier parce qu'on ne sait pas. En fait, il y a quelqu'un qui se dit quel genre d'homme suis-je? Voilà, une question qu'il se posait souvent ces temps-ci. Je suis un homme de Dieu, je suis son serviteur, j'accompagne sa volonté. Mais cela suffisait-il? Donc on va suivre un homme, certainement donc un prêtre. Il va se retrouver face à une scène assez horrifiante. Et ça, c'est le prologue. Alors on ne sait pas à quel moment, quand on lit le livre, on ne sait pas à quel moment de l'histoire se situe ce prologue. C'est avant, pendant, on ne sait pas trop. Donc vous avez déjà le côté historique, vous avez ce prologue qui est assez particulier, et puis vous avez le révérend Jack Brooks qui est muté à Chapelcroft suite à un incident qui est arrivé dans sa paroisse actuelle. On ne sait pas quoi non plus, donc remystère. Donc c'est vrai que l'autrice voilà, nous met beaucoup de mystères voilà, à suivre, et du coup ça en fait une lecture très addictive. Moi, j'avais du mal à le reposer et à fermer les pages parce que voilà, il y a ce mystère historique, parce que du coup, il va y avoir un petit point de fantastique. Il y a ce prologue qui est assez terrifiant. Il y a le révérend Jack Brooks donc, qui part avec sa fille à Chapelcroft. Donc, on ne sait pas pourquoi il a été muté. Et à Chapelcroft, il y a 30 ans de cela, il y a 2 jeunes filles qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvées. Et en voix off, on va entendre les 2 jeunes filles. Donc voilà, on va aussi savoir ce qui leur est arrivé. Donc en fait, c'est super passionnant, c'est super addictif. Bon, il y avait un truc que j'avais deviné quand même, j'avais des soupçons, mais bon voilà, après ça ne gâche rien à l'histoire. Puis je me suis dit, ouais, ok, alors si ça c'est bon, tu te trompes pas, oui, mais pourquoi et comment? Voilà, on se pose quand même encore beaucoup de questions. Et franchement, alors je sais pas combien de pages j'ai fait il doit faire 400, ouais. Ah oui, près de 500 pages, mais vous voyez pas. Bon, après c'est très aéré hein, voilà, comme chapitre, comme livre, et c'est vraiment très addictif et c'est vraiment super, super prenant, quoi. J'ai vraiment adoré. Donc là c'est pareil, j'ai mis dans ma wishlist les autres livres de l'autrice parce que j'aimerais vraiment les découvrir. Et puis l'autrice, je veux dire, elle joue un petit peu avec son lecteur parce que disons qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement en début de livre. Il y a un mot qui est prononcé par la fille du pasteur. Et là, mais pourquoi elle dit ça? Je n'ai pas compris pourquoi elle dit ce mot-là, je ne comprends pas. Et en fait, bah boum, rebondissement. Dès les premières pages, c'est absolument pas noté dans la 4e de couverture, on ne s'y attend pas du tout.
C'est très habilement fait et vraiment l'autrice, elle s'amuse avec son lecteur, voilà, elle le perd sur des pistes différentes, tout ça. Elle lui met quelques mystères dans les jambes sans que ce soit trop compliqué ou trop alambiqué. Et voilà, c'est franchement, ça fait vraiment une lecture très très addictive et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous dis, je vous ai mis, enfin j'ai pris dans ma wishlist les autres romans de l'auteur parce que j'aimerais aussi les découvrir. Ensuite, je suis retournée, alors j'espère que j'oublie pas de livre entre deux parce que je regarde bien mon petit cahier. Alors, hop. Là, on est encore un peu dans, je dirais, dans un suspense écologique qui est en même temps un roman alors qui se passe quelques années en arrière. Je crois que ça commence en 2013 et qui va se terminer en 2043. Donc, il y a aussi un peu un roman d'anticipation. Un roman, je ne vais pas dire scientifique, mais voilà, qui est étayé aussi par des preuves scientifiques. C'est L'héritage de Néandertal et c'est de Franck Sens. Donc là, en fait, on va suivre Gaëtan, qui est un jeune photographe français, qui est embauché par un... Bon, il a du mal à se faire une place en tant que photographe, à trouver le succès, voilà, il a des difficultés à en vivre. Et il est embauché par un riche mécène. Il ne s'occupe pas trop de savoir qui c'est d'ailleurs ce riche mécène, qui l'envoie en Sibérie pour prendre des photos. Il ne sait pas de quoi ni rien, hein. Lui, ce qu'il a vu surtout, c'est le gros chèque qui arrivait à la fin. Et là, il va se retrouver en Sibérie avec une équipe, avec plusieurs hommes venus. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman, il y avait quelques longueurs pour moi, mais parce que ça fait près de 500 pages, je crois, ou 450 pages. Enfin, ça, c'est sur liseuse. Je l'ai eu sur liseuse, donc ça doit faire plus en format papier. Mais j'ai bien aimé parce que vous avez des personnages d'horizons divers et variés, quoi. Vous avez des médecins, vous avez des scientifiques, vous avez un zoologue, il y a un as de l'informatique, voilà, et puis du coup, parfois c'est un peu tendu entre eux parce que le médecin, par exemple, va dire oui, mais ce qui est important, c'est l'homme et quelque part, bah ouais, les expériences sur les animaux, c'est triste, mais ça permet aussi de faire avancer la science. Et le zoologue, il dit mais il y en a marre, quoi. Arrêtez de vous servir des animaux. En gros, il est complètement contre ça. Vous avez des Français, mais vous avez aussi des... Bon, ça se passe en Sibérie, donc ça se passe en Russie, mais il y a pas vraiment de personnage. Il n'y a qu'un seul personnage russe, mais il n'est pas très sympathique. Et puis vous avez des Africains, mais vous avez par exemple un Africain blanc d'Afrique du Sud. Il y a un homme qui vient je me demande si c'est pas du Nigeria, mais je suis pas sûre. Donc qui a connu la guerre, les coups d'État là-bas, enfin, qui a dû fuir son pays. Donc voilà, vous avez plusieurs personnages, vous avez des confrontations d'idées, de passé, et c'est vraiment intéressant. Et j'ai vraiment adoré vraiment le tout début du roman parce qu'on va suivre aussi un homme de Néandertal. Voilà, il a un prénom, il a une histoire, on voit son nom, enfin voilà, il raconte ce qui s'est passé. Donc on se dit, tiens, en fait, il a dû commencer à... Parce qu'on sait que l'homme de Néandertal a disparu. Alors moi, j'avais entendu, il y a des années de ça, il y avait eu un documentaire où il disait qu'en fait, l'homme de Néandertal avait disparu, notamment parce qu'il n'était pas compatible avec l'homme de Cro-Magnon, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire d'enfants ensemble. Alors il a disparu pour, je ne sais pas pourquoi exactement il a disparu, est-ce qu'il était atteint d'une maladie ou... Mais il aurait pu connaître une seconde vie avec les hommes de Cro-Magnon, mais il n'était pas compatible pour faire... Enfin, il ne pouvait pas engendrer d'enfants. Or, quelques années plus tard, des scientifiques sont revenus dessus en disant que si, ils étaient compatibles. Donc on sait, à l'heure actuelle, je ne me suis pas renseignée, donc je ne sais pas trop où ça en est, mais on sait, à ce moment-là, on ne savait pas trop pourquoi l'homme de Néandertal avait disparu, ou est-ce qu'il a réussi voilà, à se reproduire, mais par l'homme de Cro-Magnon, et voilà, après c'est l'Homo sapiens sapiens, voilà. Donc c'est super intéressant de suivre cet homme de Néandertal qui raconte, donc on se dit, il a eu un moment à faire à des hommes de Cro-Magnon. On a une petite piste pour savoir pourquoi il aurait pu disparaître, pourquoi son clan a disparu, pourquoi il est là, pourquoi il se retrouve à chasser aussi loin de l'endroit où il vivait. Enfin voilà, c'est super intéressant. Et puis en fait, on va partir après voilà, dans du suspense, puisque voilà, tous les gens qui sont là-bas, qui sont en Sibérie, vont faire une découverte incroyable.
Tout ça, c'est financé par un laboratoire pharmaceutique tenu par Angelo Cross, qui, bien sûr, est loin d'être un mécène ou un philanthrope désintéressé. Il veut faire quelque chose de cette découverte. Donc, on va voir effectivement ce qu'ils vont essayer de faire de cette découverte. Je ne vous spoil pas, je ne vous dis pas de quoi il s'agit parce que ce serait dommage. On va voir ce qu'ils vont essayer de faire de cette découverte. On va voir comment ils s'opposent à Angelo Cross, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait, mais ils sont un petit peu tenus, chacun à leur façon, chaque personne qui a été embauchée est tenue d'une façon ou d'une autre. On va se retrouver à notre époque en pleine crise de la Covid. L'histoire va continuer et on va se retrouver dans un futur proche et la toute fin se passera en 2043. C'est assez anxiogène, je ne vous le cache pas. Moi, c'est vrai qu'au départ, les livres qui se passent pendant la Covid, j'ai évité un petit peu. Mais là, si ça a une importance, mais disons que l'auteur met l'accent sur les dangers encore une fois, de l'écologie, de la fonte des glaces, puisque on sait, ça c'est scientifique, on sait que voilà, si la fonte des glaces continue, il est possible qu'il y ait des anciens virus qui ont été conservés dans le gel depuis des millions d'années ressortent. Or, on n'est pas du tout préparé, voilà, on n'a pas de système immunitaire contre ces virus. Donc voilà, il met en garde contre ça. On retrouve voilà, un peu, encore une fois, du suspense écologique, sans que ce soit, encore une fois, moralisateur, sans que ce soit casse-pied, puisqu'il y a beaucoup de... C'est fait à la façon d'un thriller, d'un suspense. Donc voilà, ça rend toute l'histoire intéressante, mais en même temps, ça interroge sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que l'autre jour, j'ai vu un reportage assez récent. Et justement, on a retrouvé des restes. Donc je pense que c'était un Homo sapiens ou un Homo sapiens sapiens. C'est apparu en Suisse parce qu'il y a effectivement sur les montagnes, les montagnes ont dégelé, donc voilà, ça a entraîné des découvertes. Alors c'est bien, on fait des découvertes sur les hommes préhistoriques, mais en même temps, on ne sait pas derrière voilà, ce qu'on va vraiment déterrer. Alors c'est noté, tous les passés ne sont pas à réveiller. Voilà, donc je vous conseille cette lecture parce qu'elle est vraiment, voilà, elle est vraiment assez édifiante. Elle pose plein de questions. Elle est un petit peu anxiogène, donc si vous vous sentez en ce moment un petit peu anxieux, attendez un petit peu avant de le lire, je dirais. Mais vraiment, c'est à découvrir. Voilà, bah, je vais m'arrêter là pour mes lectures. Bon, bien sûr, j'ai pas encore eu le temps de vous parler de toutes mes lectures. C'est pas grave, je papote trop à chaque fois. Donc, je vous retrouverai, je pense, parce que j'ai encore plein de livres aussi à vous présenter. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi. Puis à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles aventures livresques en attendant. Bye bye!